Merci à tous. Donc Sébastien Braun, effectivement, ancien universitaire de l'université de Pierre et Marie Curie, où j'ai passé pas mal d'années à étudier les mathématiques. Et depuis donc un petit peu de temps maintenant, j'ai rejoint différentes entreprises de l'IT. Donc très récemment, il y a 2 ans en fait, j'ai rejoint la société HashiCorp que vous connaissez peut-être pas. Mais avant réellement de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente un petit peu l'agenda qu'on va parcourir ensemble sous forme de questions. En fait, je me suis posé des questions à moi-même sur un modèle operating cloud que HashiCorp a fondé et on en parlera ensemble. On verra aussi un peu le cœur et le titre de cette présentation autour de pourquoi HashiCorp a rejoint la Cloud Native Foundation. On verra un petit peu et après on parcourra un petit peu les solutions HashiCorp un peu en détail. Et de toute façon, on rentrera encore plus dans le vif du sujet avec des labs, etc. Sans doute le mois prochain, si tout ça s'est confirmé. Donc, tout d'abord, qui est HashiCorp? Qui est cette société? Qui sommes-nous? En fait, moi, ce qui me plaît chez HashiCorp, c'est que c'est une entreprise avec une culture très universitaire. Harmon et Mitchell, Harmon à gauche, Mitchell à droite, que vous voyez à l'écran en ce moment, sont en fait les fondateurs d'HashiCorp. Et avant de parler de la technologie, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Ils étaient tous les deux à l'université de Washington à Seattle, en fait, en 2008. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008, à Seattle, c'est là que se passe toute la révolution cloud. C'est là que se trouvent donc Amazon, Google, Microsoft. C'est les prémices en fait de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc Harmon est directeur de thèse de Mitchell, et Mitchell a comme thèse un sujet intéressant qui se révèle être comment profiter de ces environnements cloud dans l'université d'une manière optimum. Pourquoi il a cette thèse? C'est parce qu'en fait, en 2008, Amazon et quelques autres, Google, qui n'a pas encore lancé son offre commerciale, et Microsoft, offrent en fait des capacités de compute à l'université en grand nombre. Et le problème, c'est que les étudiants se voient offrir des capacités de compute de tous ces environnements cloud. Et comme vous le savez, c'est assez compliqué de consommer d'une manière abstraite des environnements Amazon, Google, pour faire des tests, faire des labs d'une manière similaire sur tous ces environnements. Donc, comme objectif de thèse, Harmon donne à Mitchell justement cette problématique de comment faire pour consommer ces environnements d'une manière abstraite. Et HashiCorp est né de cette constatation qui est faite en 2008, très tôt, du fait que c'est difficile de piloter des environnements cloud à l'identique, puisque les API sont différentes. Amazon a des API propriétaires différentes de celles de Google et d'Azure, et c'est comme ça que les outils d'HashiCorp sont nés. C'est comme ça que Terraform est né. Si vous connaissez pas, on en parlera un petit peu plus tard. Terraform, justement, va relever ce défi. Mais il va pas relever ce défi tout de suite. En fait, Mitchell échoue littéralement sa thèse. Comme quoi, il faut pas avoir peur d'échouer, hein, c'est un peu la culture américaine. Il échoue littéralement, mais par contre, le résultat de cette thèse, c'est quand même un petit carnet que Mitchell a gardé, sur lequel il a noté en fait tous les problèmes qu'il a rencontrés qui lui ont pas permis en fait d'atteindre son objectif. Donc, ce problématique de provisionnement multi-cloud, de déploiement applicatif multi-cloud, de sécurisation, de connectivité, etc. Donc, tous ces problèmes, il les a bien identifiés, et c'est pour ça que quelques années plus tard, il rappelle Harmon en disant à Harmon, en novembre 2012, il dit à Harmon, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de monter une entreprise? Et donc Harmon saute sur l'occasion. Tous les deux en 2012 montent HashiCorp, et quelques années plus tard, c'est une entreprise de presque 1 millier de personnes avec un financement de pratiquement 400 millions de dollars et des dizaines et des dizaines de clients en fait à travers le monde, y compris en France, des grandes banques françaises, des grands retailers, des compagnies aériennes, etc., des sociétés qui utilisent ces outils. En fait, les principaux clients d'HashiCorp sont des clients qui sont très sensibles à la sécurité. C'est un des axes du développement de l'offre HashiCorp, mais c'est pas le seul. Vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup d'axes de développement. C'est finalement tous ces soucis, tous ces challenges qui ont été identifiés en 2008 que l'entreprise a développé assez tôt. Et c'est pour ça qu'elle a du succès aujourd'hui, c'est qu'elle était avec les solutions élégantes au bon moment, en fait, et avec du coup une culture open source qui a permis à tout un chacun de tester ces technologies très librement. Et donc ça s'est développé d'une manière organique. Il y a beaucoup aujourd'hui de sociétés qui ne sont pas clientes en fait, d'HashiCorp, qui sont néanmoins utilisatrices des sources technologiques d'HashiCorp. Et c'est pour ça que HashiCorp est
puisque c'est de l'open source, tout le monde peut s'en servir. Donc on a, et on va le voir ensemble, un ensemble de solutions. Mais avant de parler des solutions elles-mêmes, j'ai envie de vous parler d'une manière plus high level des concepts d'HashiCorp. Le concept en fait principal d'HashiCorp, c'est ce fameux modèle Operating Cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ce modèle? En fait, on revient sur la constatation de 2008 du changement de paradigme entre des data centers statiques. Moi-même, j'ai commencé chez Sun Microsystems avec des entreprises qui m'invitaient dans leur data center pour installer des firewalls, pour installer des serveurs de messagerie, etc., sur des serveurs physiques rackés, où on installe le logiciel, et une fois que c'est installé, ça bouge pas pendant des années. Ça, c'était le paradigme qui était celui avant, en fait, de ce changement important vers les environnements cloud, où on est capable de provisionner d'une manière éphémère des environnements de compute, des environnements, tout type d'environnement, en fait, avec des API, pour pouvoir aller très vite dans la mise à disposition d'applications, et c'est ce qui a permis à toutes les startups qu'on connaît aujourd'hui de voir le jour, hein, comme Airbnb, Uber, etc., parce qu'ils ont justement ces environnements à leur disposition où ils peuvent démarrer rapidement avec peu d'investissement et croître d'une manière pratiquement infinie, puisqu'ils peuvent consommer ces environnements dans des environnements qui sont très vastes en fait. Moi-même, j'ai travaillé chez Google. J'ai un collègue qui m'a raconté que quand vous êtes dans un data center Google, vous pouvez marcher pendant des kilomètres en fait et voir des rangées de serveurs d'une manière. Il y a une organisation de ces serveurs qui est rigoureuse et qui permet justement aux entreprises d'être un peu chez elles dans ces environnements. Donc ça, c'est le changement de paradigme. Elles sont chez elles, ces entreprises, dans ces environnements, néanmoins, elles sont quand même au milieu de pas mal d'autres entreprises. C'est ce qu'on appelle un environnement multitenant, et c'est pour ça que ces nouveaux challenges se présentent de comment je sécurise ma donnée, comment je sécurise mes applications au sein de ces environnements, en fait, qui sont publics. Donc, comment je les sécurise? Ça, c'est le deuxième layer qui est en noir de ce slide. Mais c'est pas tout. Comment je provisionne aussi mon application dans l'environnement cloud? Comment je connecte les composants de mon application et comment j'exécute mon application? Voilà les 4 challenges qui avaient été identifiés en 2008, qui sont ceux du coup qui ont été relevés par Mitchell et Harmon assez tôt, avec du logiciel développé en Go d'une manière élégante. Go, c'est un langage de programmation que vous connaissez sans doute peut-être, qui a été créé par des ingénieurs Google, qui a l'intérêt d'être un langage compilé, mais très simple, un peu inspiré de Java, mais beaucoup plus simple en termes de syntaxe, avec le strict minimum, et ça a permis à beaucoup de gens de contribuer aussi. C'est ça aussi un facteur de développement, c'est la facilité avec laquelle les gens ont pu s'approprier le code et du coup contribuer et donc faire grossir l'écosystème open source. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est la complexité existante de cette hybridicité des environnements type privé, AWS, Azure, Google. C'est très compliqué, par exemple, de gérer l'identité à travers tous ces environnements. Comment je m'identifie sur Google et sur AWS d'une manière totalement différente. Comment j'arrive, en fait, à commander l'API de Google et d'Amazon pareil. D'un côté, Google, vous avez du deployment manager. De l'autre côté, Azure, vous avez IAM. De l'autre côté, sur AWS, vous avez CloudFormation. Donc, vous voyez que tout ça, c'est compliqué d'apprendre tous ces langages, en fait. La première couche qu'on va voir ensemble qui est intéressante, c'est la couche de provisionnement. Et c'est là la révolution qu'apporte Terraform. La Terraform a apporté justement cette lingua franca du déploiement d'infrastructures, puisqu'avec une syntaxe similaire, un langage commun, vous allez pouvoir piloter du VMware, de l'OpenStack, de l'Azure, etc. Et cette stratégie en fait d'abstraction, en fait, de la complexité, elle est faite par Google, pardon, c'est pas je dis Google, par HashiCorp, à travers toutes ces couches. C'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que sur la couche de provisionnement, c'est l'outil Terraform qui va offrir justement un facteur d'unicité en termes de syntaxe. Sur la couche de sécurisation, on a l'API de Vault, on en parlera, qui va permettre de sécuriser les données sensibles de l'entreprise. Sur la partie connectivité, Consul Connect apporte vraiment un facteur très différenciant qui va être simplifié d'une manière assez radicale ce qu'on va être capable de faire en termes de sécurité dans des environnements cloud. Et enfin, pour finir, en termes de déploiement, Nomad, c'est un outil commercialisé par HashiCorp, est un outil qui va permettre de déployer des applications de tout type, que ce soit des applications Java, binaires,
des containers, des VM, tout type d'applications sur tout type d'infrastructure en fait. Donc ce qu'il faut comprendre à travers ces quatre solutions, c'est qu'elles ont aussi une version entreprise qui est un peu le business model d'HashiCorp. Pour accompagner les grandes entreprises comme les grandes banques, les grands retailers, etc., on propose du support, mais pas seulement. On propose aussi, en fait, des fonctionnalités entreprises additionnelles qui vont plaire, en fait, aux entreprises et qui vont aller plus loin que les versions open source. Donc, c'est ça le business model. Mais quand vous avez, vous, accès aux versions open source, vous avez accès à pratiquement 90% des fonctionnalités. Les fonctionnalités auxquelles vous n'aurez pas accès sont des fonctionnalités de passage à l'échelle, c'est-à-dire de collaboration, de gouvernance, que vous pourrez voir dans un deuxième temps. Déjà, dans un premier temps, vous avez déjà beaucoup à faire avec les versions open source. Il y a des clients qui restent, entreprises qui restent quelques mois, quelques années sur les versions open source avant de basculer, avant de passer à l'échelle sur des dizaines et des dizaines de milliers de machines. Par exemple, il y a une société en France qui utilise Consul sur plus de 40 000 serveurs physiques. Mais avant de faire ça, ils ont commencé avec les versions open source sur quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Et quand ils sont passés à 45 000, là, ils nous ont appelé en nous disant, là, on a peut-être besoin d'un peu de votre aide. Donc voilà les quatre solutions. Alors, il y en a deux de plus que je n'ai pas citées, qui sont Vagrant et Packer, que vous utilisez peut-être quand vous développez du code applicatif. C'est assez pratique. Packer, ça va générer des images pour tout type d'endpoint. Et enfin, Vagrant, ça vous permet de simuler un environnement de développement sur votre laptop très facilement. J'en parle pas plus parce que on n'a qu'une petite heure et demie et on a pas mal de sujets à évoquer. Vous aurez d'ailleurs à la fin de cette présentation un petit peu de temps pour poser vos questions. Vous pouvez commencer à les préparer, à y penser. On vous laisse une dizaine de minutes pour interagir avec nous à la fin. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Maintenant, on va parler de la Cloud Native Foundation. Pourquoi HashiCorp rejoint la Cloud Native Foundation? Si vous avez un petit peu suivi l'histoire d'HashiCorp, ça doit vous paraître un peu évident, puisque en fait, la mission d'HashiCorp est relativement semblable à la mission de la Cloud Native Foundation. C'est d'utiliser et de proposer en fait un système, des écosystèmes d'outils pour développer des applications cloud native. En fait, c'est exactement ce que HashiCorp fait. Avec nos outils comme Consul, Vault, Nomad et Terraform, on va aider les entreprises à transformer leurs applications monolithiques en applications en microservices, à les containeriser, à les sécuriser, à protéger la connectivité entre ces composants, etc. Donc, tous nos outils, finalement, s'intègrent très bien avec l'écosystème de la Cloud Native Foundation. Et donc, je veux en passer quelques-uns en revue. Kubernetes, par exemple. Quand vous regardez Vault, qui est notre système de gestion de secrets, on va en reparler, Vault s'interface nativement avec l'API Kubernetes pour protéger les secrets de toutes les applications qui s'exécutent dans un environnement comme Kubernetes. Mais c'est pas le seul. Consul, c'est pareil. Consul, en fait, qui est notre système qui permet de connecter les microservices entre eux, il va être capable de déployer dans Kubernetes et d'interagir, de synchroniser son catalogue avec Kubernetes et de connecter ces composants ensemble, donc etc. Je ne vais pas tout décrire, mais simplement pour vous donner à l'ordre d'idée que, en fait, les quatre outils que je vous ai cités, Consul, Nomad, Terraform et Vault, sont des outils qui vont s'interfacer avec tous les outils de la Cloud Native Foundation, pas simplement Kubernetes, mais aussi Envoy. Consul Connect utilise Envoy comme proxy pour faire du service mesh, mais aussi Prometheus. Tous nos outils Vault, Consul, Nomad et Terraform vont être capables d'envoyer leur métrologie à des outils de métrologie comme Prometheus pour faire du monitoring et de l'observation. Helm, pour déployer les applications HashiCorp, par exemple, on peut utiliser Helm. gRPC, c'est quelque chose que nous, on utilise en interne sur nos développements pour communiquer entre nos composants. Par exemple, sur le cas de Consul, le Consul est fortement distribué et sur, par exemple, 40 000 machines. Donc, il y a besoin de communication inter-machine et donc on va utiliser ce type de protocole, pareil, inventé par Google. Containerd, qui est en fait un form factor de container, c'est pareil, c'est très important en termes de transformation digitale pour transformer les applications en applications microservices. On va les containeriser, donc on va utiliser ce type de form factor. Et enfin, Spiff pour l'aspect TLS. Il y a beaucoup j'en ai pris quelques-uns simplement, mais quand vous voyez à quel point en fait HashiCorp a travaillé sur justement cette notion de first class citizen, si j'ose dire, avec les environnements de la Cloud Native Foundation, on comprend très bien pourquoi on a rejoint en mars cette fondation. Depuis 2018 déjà, on développait des intégrations en Kubernetes, donc c'est tout à fait logique que ça soit désormais officialisé
participent. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les outils HashiCorp appartiennent à la fondation, comme certains outils. On est juste membre actif de la fondation, donc on va participer à des événements, on va fournir notre capacité d'expertise donc à la fondation, mais néanmoins on reste committeur du code sur les outils HashiCorp, contrairement à des fondations comme Kubernetes. HashiCorp est le seul contributeur de code. C'est nous qui committons le code. Il y a beaucoup de contributions extérieures, mais on fait du gatekeeping. On veille au grain, si j'ose dire, pour s'assurer que le code reste cohérent et de qualité. Donc voilà, ça c'était la partie Cloud Native Foundation. Maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur les outils, en commençant par Terraform. Donc moi, je fais travailler en ce moment un architecte pour un projet personnel. Et un jour, mon architecte m'a demandé ce que je faisais dans mon métier. Et justement, je lui ai dit, c'est marrant parce que tu me poses la question, parce que justement, je me considère un petit peu comme un architecte. Mais ce qui est sympa dans mon métier, c'est que moi, mes bâtiments, je les construis en un clin d'œil. J'ai juste simplement à faire le plan et j'appuie sur un bouton et le bâtiment se construit tout seul. Quand je lui ai raconté ça, il avait du mal à comprendre parce que lui, ça fait quelques années que il passe sa vie sur les chantiers et à suivre semaine après semaine la construction de ces bâtiments. Donc clairement, il y a une différence essentielle entre nos métiers. Néanmoins, on arrive quand même au même objectif. Et si j'arrive à faire ce métier de cette façon-là, c'est justement parce que j'utilise un outil comme Terraform qui me permet de transformer un template qui décrit en fait le plan de l'immeuble, qui décrit réellement les composants de mon application, et donc de prendre ces composants et de transformer la description de ces composants en call d'API vers les fournisseurs cloud, vers les fournisseurs d'infrastructure, vers les fournisseurs de DNS, les fournisseurs de sécurité, etc. Parce que Terraform, c'est pas simplement de l'AVR, ça peut être aussi du DNS, ça peut être des règles de firewall, ça peut être tout type de composants, des règles de load balancer, etc., etc. Puisqu'on a plus de 200 providers, ces providers qui vont être du coup l'intelligence de transformer ce code en call API. Donc, j'ai pas besoin moi d'être si intelligent que ça. J'ai simplement besoin de savoir décrire en fait dans mon template la ressource que je souhaite consommer dans la cible. Et ce qui est intéressant, c'est que le moteur Terraform, ce moteur, il est découplé en fait des providers que je vous ai cités, les plus de 200 providers. Découplé, c'est-à-dire qu'on peut développer des providers. Vous pouvez vous-même développer des providers pour, par exemple, faire toutes sortes d'actions sur des API de tout type, alors que HashiCorp développe le moteur. Et donc, ça permet en fait à nos partenaires et à nos clients d'aller très vite dans le support de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles ressources, par exemple sur les cloud providers type AWS, Google et Azure. En fait, ils inventent des nouvelles ressources, des nouveaux services managés régulièrement. Donc, nous, on n'a pas de souci à les supporter puisqu'on travaille avec eux pour développer les nouvelles versions de ces providers, pour supporter les nouvelles features de ces cloud providers presque à D0. Vous pouvez travailler sur les nouveaux big data, sur les nouveaux outils de sécurité, de containerisation, etc. Parce qu'en fait, on travaille en commun avec beaucoup d'acteurs de l'industrie. C'est devenu un standard du provisionnement d'infrastructures sur tout type d'infrastructure. Donc, le fait que ça soit découplé, le fait que ça travaille avec tout type d'API, on-prem ou dans le code public, etc., fait que du coup, c'est devenu un outil qui était là au bon moment et il y a plusieurs millions de downloads par mois, en fait, sur la version open source. Et donc, c'est assez séduisant, en fait, comme outil, parce que c'est assez simple et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès. Parce que vous verrez, si vous n'avez pas encore regardé, que la syntaxe HashiCorp Configuration Language, le HCL, est une syntaxe relativement simple, qui est facile à prendre en main. Et très vite, vous pouvez devenir proficient et déployer des environnements très rapidement. Je pense que certains d'entre vous qui nous écoutez avaient déjà sans doute essayé d'utiliser cet outil. Vous nous le direz à la fin lors des questions-réponses. Alors, juste deux mots quand même sur la version entreprise pour juste vous faire comprendre ce qui manque dans la version open source. En fait, la version entreprise, elle va permettre de passer à l'échelle Terraform Open Source en rajoutant des composants de sécurité comme le composant Vault qui est intégré en fait à l'offre Terraform Entreprise. On en reparle juste après. Avec des composants de gouvernance comme Sentinel, c'est le S que vous voyez à droite, c'est un composant qui va s'assurer de la conformité des déploiements. Voilà, est-ce qu'on a le droit de déployer le week-end? Est-ce qu'on a le droit de déployer des VM de telle taille, avec tel disque? Etc. Donc, ça, c'est important quand vous êtes dans une grande entreprise pour s'assurer que dans une banque, par exemple, que tout le monde n'a pas tous les droits. Et enfin, on va centraliser le stockage ce qu'on appelle des state files, des fichiers d'état qui décrivent l'infrastructure qui a été déployée. On le centralise dans des blob storage
qui s'interface avec l'API de Terraform Entreprise. Donc il y a une interface web. D'ailleurs, tout autant que vous êtes, vous pouvez utiliser gratuitement en fait Terraform Entreprise sous la forme du service manager qui s'appelle Terraform Cloud. Vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit, et comme un peu à la mode GitHub, utiliser Terraform Cloud pour déployer vos infrastructures dans tout type d'environnement. Voilà, c'est un modèle classique des sociétés open source d'offrir des versions gratuites de ces outils. Donc, je vous encourage à regarder parce que ça va vous aider dans vos métiers d'aller vite pour provisionner vos infrastructures, parce que le provisionnement agile, c'est vraiment propice à l'innovation. Plus vous allez vite pour provisionner, plus vous pouvez réfléchir à votre cœur de sujet, en fait, à ce que vous voulez développer. Voilà. Donc, une fois qu'on a déployé des infrastructures, on se pose la question de, OK, c'est bien d'aller déployer dans le cloud public, mais néanmoins, comment fait-on pour s'assurer que mon environnement va être bien sécurisé? C'est une problématique qui est d'autant plus avec une grande acuité que on a beaucoup d'événements malheureux sur des entreprises françaises y compris de hacking. Donc c'est important de réduire sa surface d'attaque au maximum. Et le principal biais d'attaque, c'est les credentials d'accès. Les credentials d'accès aux bases de données, credentials d'accès aux cloud providers, etc., qui sont souvent pas bien protégés, parfois committés dans des repositories Git, etc. Donc ça, c'est un problème. Et c'est ça dont on va parler. Parce que le coffre-fort Vault, qui est la deuxième solution qu'on propose avec cette notion de centralisation de secret, va être capable de stocker, conserver, protéger tous les secrets de l'entreprise, tous vos secrets. Par le biais de ce que vous voyez sur la partie droite, de moteurs de secrets. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pluggable, c'est-à-dire qu'on va être capable de plugger, de rajouter des nouveaux moteurs de secrets pour comprendre comment stocker, gérer, gouverner des secrets de tout type. Je donne un exemple. L'accès à une base de données, par exemple. Souvent, on a un login password pour accéder à la base Oracle, Microsoft SQL, MySQL, etc. Et ça, c'est quelque chose de sensible. Si ça tombe entre de mauvaises mains, quelqu'un peut aller pomper la base de données et la publier sur un site internet, et donc ou peut potentiellement demander une rançon, etc. Donc, ce que fait Vault, c'est beaucoup plus malin. Plutôt que d'utiliser un login password permanent qui va permettre d'accéder d'une manière infinie à la base de données, en fait, Vault, ça devient un guichet. Comme quand vous arrivez à l'hôtel, que vous avez réservé une chambre et que vous présentez votre passeport et votre carte bleue pour obtenir votre chambre à l'hôtel. Là, c'est pareil. Vous arrivez au guichet à l'API de Vault avec un facteur d'authentification qui est l'un, je sais pas exclusif, la liste que vous avez sur la partie gauche, mais qui est l'un des facteurs qui est présent sur la partie gauche du slide. Vous arrivez avec ce facteur d'authentification, Vault vous reconnaît, et comme le maître d'hôtel, et va vous donner un token comme votre clé de chambre, et ce token, comme la clé de la chambre, n'est valable que pendant un temps limité. Ça, c'est un facteur important. Donc, on vous donne un accès pendant, par exemple, 10 minutes à l'API de Vault. Et ça vous laisse le temps, pendant ces 10 minutes, de demander un accès pour, par exemple, accéder à la base de données. Donc ce token, il va vous permettre de lancer un call d'API pour dire, voilà, j'ai cette base de données Oracle dans un coin du data center, j'ai besoin d'y accéder. Et Vault va vous donner, en self-service, un accès temporaire. C'est là toute la différence. En fait, Vault gère le dynamisme des secrets et le cycle de vie de ces secrets. C'est-à-dire que quand on vous donne un accès à une base de données, on vous le donne pendant 10 minutes, et au bout de ces 10 minutes, vous pouvez renouveler l'accès en reparlant à l'API de Vault, ou alors, si votre container est détruit, cet accès il est détruit en même temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui les applications sont très dynamiques, elles apparaissent et disparaissent, les containers ils apparaissent et disparaissent, et il faut que les secrets en fassent de même. Et c'est ça que fait Vault. Et c'est pour ça que Vault s'intègre très justement avec des environnements dynamiques comme Kubernetes, parce que c'est là qu'on a le plus besoin de gérer le dynamisme des secrets, en fait. Et quand je vous parle du moteur de secret de base de données, c'est que ça n'est qu'un exemple. Et la puissance de Vault, c'est qu'il est capable de faire beaucoup plus que ça. Il va, par exemple, être capable de générer dynamiquement des accès à des cloud providers, de faire du chiffrement. Il va être capable, par exemple, de protéger l'accès SSH de vos machines. Et j'en passe, etc. Parce que vous êtes capable vous-même, encore comme c'est de l'open source, on est capable, comme pour Terraform, de développer ses propres moteurs de secret. Il y a quelqu'un, par exemple, qui a développé un moteur de secret pour générer des mots de passe dynamiquement avec certaines contraintes. Voilà, tout est imaginaire, c'est du Go, donc on peut rajouter, plugger en fait des moteurs au cœur de Vault. Sébastien, excuse-moi, on a une toute petite question. Est-ce que Vault propose la gestion des contrats par type d'environnement? Alors, est-ce que la question peut être un peu plus précise?
contrats de quel type et par quel type d'environnement? Juste si vous pouvez je pense que ce qu'il veut dire, je pense que, enfin, la question n'est pas plus précise pour le moment, mais donc si le participant peut préciser, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est la gestion des secrets par type d'environnement, c'est-à-dire tous les environnements, dev, test, ah oui, bien sûr. Alors, c'est une excellente question. Si c'est comme ça qu'elle est posée, je la comprends mieux. En fait, bien sûr, il y a bien sûr des ACL qu'on peut utiliser pour protéger l'accès aux différentes parties du coffre. Mais dans des grandes entreprises comme par exemple les grandes banques, les ACL sont parfois trop dangereuses parce qu'il suffit d'une erreur d'ACL pour ouvrir une partie du coffre à quelqu'un qui n'a pas le droit d'y accéder. Donc, on propose en version entreprise la notion de namespacing. Donc, on va être capable de créer un namespace dev, un namespace prod, et puis du coup de totalement isoler, comme si c'était du chroot, les environnements les uns par rapport aux autres. En fait, ça c'est possible aussi. Donc bien sûr, en fait, Vault est une solution qui est largement utilisée par la plupart des banques mondiales. On a plus de 400 clients en production sur cette solution, donc les fonctionnalités de Vault sont assez étendues, assez étoffées, et c'est vraiment la deuxième. En fait, c'est la principale source de revenus d'HashiCorp aujourd'hui, la solution Vault, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc d'ailleurs, Vault est capable d'adresser 3 cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est donc l'identity management, c'est-à-dire de savoir reconnaître les utilisateurs hommes ou machines, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, avec tout type d'authentification, avec des authentifications du type token Kubernetes ou du type LDAP, Kerberos, etc., tout type de Radius, GitHub, donc je ne vais pas tous les lister, il y a beaucoup de facteurs d'authentification. Et donc, si vous vous rappelez au début de la présentation, j'avais un slide qui montrait que sur IAM, AWS et différents de GCP, etc., l'intérêt avec Vault, c'est que vous allez pouvoir déployer Vault sur Google, VMware et Azure et avoir la même API pour gérer vos secrets de la même façon partout, en fait. Et quand vous passez de votre application Google à Azure ou d'OpenStack à Kubernetes, en fait, vous avez les mêmes outils. Donc, c'est ce qu'on appelle l'abstraction qu'on fournit avec Vault. C'est ce qui est intéressant. Donc, ça, c'est l'aspect gestion d'identité. Et les 2 autres aspects qui sont très importants pour nos clients, sont donc on a déjà parlé de la gestion de secret, mais aussi très important avec la GDPR aujourd'hui, la notion de chiffrement. Il y a peu de développeurs aujourd'hui qui maîtrisent réellement les algorithmes de chiffrement. Moi, j'ai passé pas mal de temps à étudier tout ce qui est chiffrement et je peux vous dire que c'est très complexe. Pour être sûr que le chiffrement est de qualité, il faut être un expert en cryptographie et tout le monde n'est pas expert, moi non plus. Donc, ce qui est intéressant avec l'API de Vault, c'est que nos plus grands experts cryptographiques aux États-Unis ont développé des moteurs de chiffrement qui sont les meilleurs aujourd'hui qui puissent être en termes de génération d'entropie, de choix des algorithmes, etc. Et donc, vous pouvez déléguer la gestion de cette complexité en fait à l'API de Vault qui devient une API de chiffrement as a service. Donc, toutes vos requêtes de chiffrement peuvent passer par l'API et comme ça, vous n'avez plus à vous soucier dans vos applications de chiffrer la donnée que vous stockez en fait. Donc, je vous ferai une petite démo de ça un petit peu plus tard. D'ailleurs, je peux vous la faire maintenant, cette démo. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est à quel point, en fait, l'interface de Vault est relativement facile d'accès. Donc là, j'ai l'interface web de Vault. Je pense que ça s'affiche. Je peux vous confirmer. Vous voyez bien la UI. Oui, c'est bon. C'est bon, Sébastien. Alors, et dans ta petite démo, si tu peux répondre à une dernière question qui vient d'émerger concernant une demande sur un peu plus de détails sur les modalités via lesquelles Vault s'intègre avec la partie secrète Kubernetes. Très bien. Oui, j'aurais pas le temps de venir dans tous les détails, mais bien sûr, je pourrais vous en parler. Alors, ici, vous voyez la liste de tous les moteurs de secret qui sont actuellement disponibles dans la version actuelle. Donc, je vais, par exemple, activer le moteur dont je viens de parler, qui s'appelle Transit, qui est un moteur de chiffrement, qui permet de chiffrer la donnée de tout type, quelle que soit la donnée. Ça peut être du PDF, ça peut être des binaires, ça peut être du texte. Tout type de données peut être chiffré par le moteur Vault. Et donc, j'active un nouveau moteur. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on parlait tout à l'heure de dev, prod, etc., là, on peut activer autant de moteurs de chiffrement qu'on le souhaite. Un moteur pour la prod, un moteur pour le dev, Q&A, etc., donc dans différents namespaces. Donc là, par exemple, je vais faire un moteur de transit prod. Et voilà, c'est tout. J'ai activé une API de chiffrement. Alors, bien sûr, pour faire du chiffrement, il faut créer une clé. Donc, je vais créer une clé de chiffrement. Je choisis l'algorithme de chiffrement parmi une liste. Je vais appeler ça keyprod, par exemple. Et voilà, à partir du moment où j'ai mon moteur de chiffrement et ma clé, je peux commencer à faire des actions de chiffrement. Et donc, on voit là les différentes actions que propose le moteur Vault. Donc, par exemple, des moteurs de chiffrement. Donc, voilà, ceci est un test. Donc, j'ai juste à cliquer le bouton ici. Alors, bien sûr, ce que je viens de faire, c'est disponible à travers l'API, le CLI, l'UI. Donc, vous voyez là, ça c'est le payload chiffré.
que vient de me rendre Vault, que je peux stocker dans ma base de données où je veux en fait. Et vous voyez qu'il y a une version de clé. Et ça, c'est très important parce que non seulement Vault gère la partie cryptographique, mais gère aussi tout le cycle de vie de la gestion des clés. C'est-à-dire que, bon, ok, là, je peux déchiffrer mon payload chiffré très facilement en cliquant sur Decrypt. J'obtiens en fait ici en base 64 le payload qui est déchiffré, donc que je peux décoder de base 64. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est qu'en fait, j'ai la possibilité, et c'est ça qui est intéressant, dans mon moteur secret qui s'appelle Transit Prod, d'aller voir ma clé ici, d'accord, et de faire une rotation de clé. Si je fais ici dans ma version 1 une rotation, j'ai du coup une version 2 qui va apparaître, vous voyez, une version 2, je peux même faire une version 3, une version 4, et ça je peux le faire automatiquement à travers l'API. Et à partir de maintenant, si je fais du chiffrement en fait avec ce même moteur, et c'est ça qui est intéressant, bon, je vais pas refaire un texte particulier, vous allez voir qu'ici j'ai la version 3. Donc ça va gérer le cycle de vie. Donc quand je stocke dans ma base de données des données chiffrées, des payloads chiffrés, en même temps je stocke la version de clé, j'ai pas besoin de stocker les clés quoi où que ce soit, c'est stocké dans le COS. Et après j'ai juste à transiter par, c'est ça que ça s'appelle un moteur de transit, à transiter par l'API de chiffrement transit pour déchiffrer la donnée et la voir en clair. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette simplicité. Vous voyez que là, ça m'a pris quelques minutes et maintenant, tous les développeurs de mon organisation peuvent chiffrer de la donnée d'une manière très sécurisée. Alors, on a une autre question, Sébastien. Excuse-moi. Alors, je réponds déjà à la première. Il y a une question auquel je n'ai pas répondu. Donc, sur l'aspect Kubernetes, c'est simple. Vous allez dans Access. Access, en fait, c'est les moteurs d'authentification. Vous allez rajouter un moteur d'authentification et vous allez rajouter le moteur d'authentification Kubernetes ici, très simplement. Vous voyez, et en fait, on va décrire les particularités de ce moteur. On va lui dire où est-ce que se trouve l'API de Kubernetes. Et à chaque fois qu'un pod va se présenter avec son token, son service account, à chaque fois qu'il va se présenter à l'API de Vault, il va présenter son service account. Et la particularité de Vault, c'est qu'il va être capable de vérifier la validité de ce service account, du namespace Kubernetes et tout ce qui est afférent à ce service account auprès de l'API Kubernetes. Donc, il a le droit de vérifier les services account auprès de l'API. Il va vérifier. Et du coup, en fonction de ce que le Kubernetes lui dit, il va donner ou pas accès, en fait, à cette application, à une partie du code. Donc, on s'intègre vraiment nativement puisque, en fait, un pod n'a pas besoin de facteur d'authentification supplémentaire. Il a juste besoin de présenter l'identité que Kubernetes lui a donnée et Vault va la vérifier. Donc, je te rends la parole, du coup, pour la deuxième question. Oui, Sébastien, on avait une question sur la possibilité de choisir ou de définir des algos custom pour la partie chiffrement. Alors, c'est pas une bonne idée et de toute façon c'est pas possible parce que nous on s'assure en fait par l'outil lui-même de la qualité intrinsèque des algorithmes qui sont fournis, qui vont résister par exemple aux attaques quantiques, etc. Donc, alors vous pouvez tout à fait développer des moteurs de chiffrement qui sont des nouveaux moteurs que vous allez greffer en fait à l'API de Vault. Mais quand je vous ai montré, là je vais y revenir d'ailleurs dans la partie Transit Engine, sur la liste alors on va revenir, c'était Transit Prod, il est là. Ou alors je vais en créer un nouveau, ça sera plus simple. Quand je vous ai montré une liste avec surtout AES 256 bits GCM, ça c'est l'algorithme qui est recommandé par aujourd'hui HashiCorp pour faire du chiffrement de qualité. Donc là, je fais Next. Voilà. Alors il s'appelle, il faut que j'appelle test. Voilà. Vous voyez la liste ici, en fait, c'est une liste qui est celle fournie en fait par Vault, par le moteur Vault. On peut pas augmenter cette liste. On pourrait développer d'autres moteurs. On pourrait se baser par exemple sur le moteur de Transit qui est open source, hein, et un peu le forquer pour potentiellement rajouter en Go d'autres moteurs. Ça serait possible, mais c'est pas fourni. C'est-à-dire, ça demande un petit peu de travail. Puisque c'est l'open source, bien sûr, tout est possible. Ok. Donc, je vais reprendre le cours de ma présentation. Donc, ce que je vais vous montrer, on reviendra plus en détail le mois prochain sur vraiment l'architecture Vault et comment Vault fonctionne, comment ça fonctionne avec Kubernetes. On fera des labs, etc. On travaillera ensemble justement pour aller plus loin. Mais je veux simplement, avant de passer à la suite, vous montrer en fait l'architecture logicielle de Vault. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Vault est un outil qui peut se déployer dans un environnement zéro trust comme AWS, Google, etc. Donc dans un environnement cloud public. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de Vault passe par la barrière cryptographique, passe par ce fameux chiffrement dont on vient d'évoquer, l'algorithme AES 256 bits GCM.
Et donc, tout ce qui est stocké dans des stockages cloud publics est fortement chiffré, très fortement chiffré. Et donc, si quelqu'un a accès, en fait, ce qui est déjà difficile, parce que quand les autres data centers de Google sont, comme les autres, sont très très bien protégés, et puis la donnée, elle est découpée en petits morceaux sur plusieurs, puis elle est chiffrée elle-même, elle est chiffrée aussi par le provider cloud. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, y compris si quelqu'un, un ingénieur d'AWS, potentiellement essaye de voler de la donnée du client, il vole de la donnée chiffrée, il n'a pas les clés de déchiffrement, donc il ne peut pas voler réellement la donnée. Tout est chiffré, donc c'est pour ça que les entreprises utilisent Vault, c'est pour rester propriétaires de leurs données là où elles se trouvent, où qu'elles se trouvent, avec leurs propres clés, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui est en noir à gauche, la barre cryptographique. L'autre truc intéressant, ce qu'on vient d'évoquer, c'est la pluggabilité de Vault, la possibilité de rajouter des moteurs secrets, de rajouter des facteurs d'authentification très facilement. En Go, vous pouvez registrer en fait des nouvelles fonctionnalités au moteur. En fait, je ne vais pas parler plus longuement de ça, je peux en parler toute une journée. Mais voilà les deux facteurs intéressants, la barrière cryptographique et la pluggabilité en fait de Vault pour rajouter des fonctions. Vous, en tant qu'ingénieur, ça doit vous intéresser parce que vous pourriez inventer des nouveaux outils en fait autour de Vault. Et c'est ce que font nos clients d'ailleurs. C'est pour ça que ça a du succès. C'est parce que c'est pas propriétaire, c'est open source et donc on peut greffer des nouvelles fonctionnalités. Donc, je vous ai parlé un peu de chiffrement, mais on vient d'inventer, là, dans la version qui vient de sortir de Vault, un nouveau facteur de chiffrement et j'ai envie de vous en parler. C'est ce qu'on appelle le format preserving encryption. Là, je vous ai montré tout à l'heure un chiffrement dont le payload chiffré ne ressemble à rien. C'est vraiment un payload cryptique, on ne comprend pas. Ce qui est intéressant, ça c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est le chiffrement transit classique, où la donnée est transitée et elle est stockée dans une base. Et elle peut être déchiffrée après. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qu'on appelle le transform secret engine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi j'insère mon numéro de sécurité sociale au sein de Vault, c'est pas vrai, hein, bien sûr, mais si j'insère mon numéro de sécurité sociale dans une application gouvernementale, par exemple, il y a des règles qui consistent à stocker ce numéro d'une manière anonyme. Donc le moteur transform, ce qu'il sait faire, c'est conserver le format d'un numéro de sécurité sociale, à peu près, on va dire, c'est-à-dire le nombre de caractères, puis l'alphabet, etc. Et du coup, stocker dans une base de données un numéro qui ressemble à un numéro de sécurité sociale, qui pourrait aussi ressembler à un numéro de carte bancaire ou à une date de naissance, etc., mais qui est totalement anonymisé, en fait. Donc c'est important pour nos clients parce que souvent, dans leur base de données, ils ont des formats contraints et ils peuvent pas changer le format. Donc, s'ils veulent stocker ça chiffré, sans modifier le schéma de la base de données, ils peuvent utiliser le moteur transform pour transformer la donnée, mais toujours la stocker de la même façon, en fait, dans la base. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire en transform. Mais on sait aussi faire du data masking, c'est-à-dire que, par exemple, sur un numéro de carte bancaire, on veut peut-être le stocker, mais juste les 4 derniers chiffres. Donc ça aussi, c'est possible avec le moteur transform, c'est du data masking. Par contre, j'attire votre attention que ce moteur, c'est un moteur à forte valeur ajoutée pour les clients bancaires. Donc, beaucoup de clients de Vault sont des clients du domaine financier. Donc ça, c'est quelque chose qui est commercialisé dans la version entreprise uniquement. En fait. Tout le reste que je vous ai montré, c'est dans la version open source. Donc voilà, ça clôture le chapitre sur Vault. Mais bien sûr, on y reviendra. Vault est, comme je le disais tout à l'heure, la solution qui génère le plus de revenus à l'entreprise. C'est pas étonnant parce que la sécurité aujourd'hui est un domaine sur lequel les entreprises investissent beaucoup et elles ont raison parce que ça coûte beaucoup plus cher, comme vous pouvez l'imaginer, de subir des failles en perte d'image, perte de revenus, comme on l'a vu d'ailleurs très récemment avec Zoom, qui a eu beaucoup de soucis de sécurité. Comme c'est pas la seule société. Hein. Alors, voilà, on a vu, si je résume, la couche de provisionnement avec Terraform, avec ce lingua franca du template de déploiement pour parler à tout type d'API. On vient de voir ensuite, une fois qu'on a une infrastructure, comment sur cette infrastructure on peut déployer un coffre qui va sécuriser à travers une API tout ce que vous voulez sécuriser, que ce soit des mots de passe, des documents, n'importe quoi. C'est important de sécuriser les données. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette infrastructure, avec ses composants. On peut déployer des applications de tout type. Mais avant de déployer l'application, il faut se poser la question de si je déploie une application dans Kubernetes ou si je déploie une application qui est en microservice, comment je vais faire en sorte, premièrement, de découvrir les composants d'application, les uns les autres, et comment je vais les connecter entre eux d'une manière sécurisée. C'est à ça qu'on va répondre, en fait, avec la solution conçue. Alors, comme vous le voyez, j'imagine que c'est aussi votre cas dans l'ESGI. En fait, vous devez utiliser beaucoup d'outils différents.
que ça soit Node.js, Go, C, PHP, je sais pas, encore Python peut-être, etc. J'imagine que tout autant que vous êtes, vous avez vos préférences en termes de développement. Et du coup, dans une entreprise, c'est pareil. Quand on arrive dans une entreprise, on arrive un peu avec son bagage technique et des fois, on a des frameworks différents, il y a des équipes différentes, avec des différents outils, etc. Tout ça pour dire que l'aspect microservice est important, est intéressant parce que ça justement, ça permet de redonner de la liberté en fait aux équipes de dev qui vont containeriser leurs services et qui vont interfacer avec les autres services par le biais d'une API. On ne va pas se soucier du langage de programmation de l'API, on va se soucier simplement de l'API. Et du coup, il faudra simplement mettre en relation les composants les uns par rapport aux autres, et c'est là que Consul va jouer un rôle essentiel. En fait, il va jouer 4 rôles essentiels. Il va jouer comme premier rôle essentiel ce qu'on appelle le dynamic routing. C'est-à-dire qu'il va router les requêtes des utilisateurs et des microservices, surtout, plus que des utilisateurs, parce que c'est plus de l'est-ouest, hein, c'est entre les microservices que ça se passe. Donc, si un microservice a besoin d'accéder à un autre microservice, il va en fait utiliser l'API de Consul pour dire j'ai besoin d'accéder à une base de données distribuée, où est-ce que je peux retrouver un composant de cette base. Et donc c'est Consul, l'API, qui va dynamiquement, en fonction de l'état de santé des différents composants, dire bah voilà, tu peux trouver ce composant sur l'adresse IP 12, 24, etc., etc. 12, 12, 12, 12, donc ça c'est le premier composant, premier cas d'usage de Consul. Très important, c'est ce qu'on appelle le service discovery, c'est-à-dire la découverte des services. À partir du moment où vous éclatez une application en petits composants, avant cette application monolithique n'avait pas besoin de se poser la question parce que c'était des calls internes à l'API, internes à l'application que vous faisiez sur des fonctions. Et ben maintenant ces fonctions, ça devient des microservices. Et ça veut dire qu'il faut aller appeler à travers le réseau des services distants. Et donc pour les appeler, il faut les trouver. Et pour les trouver, il faut un catalogue de services. C'est exactement ce que fournit Consul. La deuxième chose que va fournir Consul dans la même ordre d'idée, c'est ce qu'on appelle la résilience, augmenter la résilience. Pourquoi? Parce que partout où vous allez déployer Consul, on fait du health checking, c'est-à-dire qu'on va vérifier l'état de santé de vos services. Bon, comme on vérifie l'état de santé, quand moi on me pose la question de savoir où se trouve tel composant, j'y réponds, mais quand j'y réponds, je suis sûr que je donne une information de qualité, puisque l'information que je donne, j'ai vérifié juste avant que le service est bien up and running. Et les scripts, en fait, les tests de santé peuvent être de tout type. Ça peut être des scripts, ça peut être des calls TCP, HTTP, etc. pour vérifier régulièrement, en fait, l'état de santé des composants à travers l'environnement qui peut être composé de dizaines de milliers de containers. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un test distribué. Il n'y a pas un point central de test. C'est des tests qui s'exécutent à côté des containers. C'est-à-dire que sur chaque nœud Kubernetes, on a un agent Consul qui va vérifier l'état de santé de tous les pods qui s'exécutent sur le nœud. Ça permet d'avoir un environnement des dizaines de milliers de nodes Kubernetes qui scale très bien. Je vous disais tout à l'heure, on a un client qui a 45 000 machines physiques sur lesquelles il vérifie l'état de santé de tous ses services depuis déjà des années. Donc ça, c'est la résilience. Et c'est important la résilience parce qu'à partir du moment où on est dans un environnement cloud et qu'on déploie des centaines et des centaines de containers, forcément, il peut y avoir des défaillances. Et il ne faut pas que ces défaillances impactent la qualité de l'application qu'on fournit à l'utilisateur final. Le troisième cas important, c'est qu'une fois qu'on a routé dynamiquement, qu'on observe la santé, il faut avoir des dashboards qui vont fournir en fait les temps de latence, qui vont fournir en fait de la métrologie et puis surtout il faut observer ce qui se passe. Et donc on va connecter en fait les proxys de l'environnement Consul dont on parlera un petit peu plus tard, qui sont en général Envoy. On va connecter ça à des outils comme Prometheus. Et des outils comme Grafana pour l'aspect dashboarding qui vont permettre en fait d'observer d'une manière dynamique en fait tout ce qui se passe en termes de connectivité, de latence, de bande passante, de taux d'erreur, etc. dans tout l'environnement. C'est important parce que quand vous allez faire du progressive déploiement, c'est-à-dire quand vous allez passer d'une version 1 à une version 2, vous allez du coup observer lors de cette migration progressive en fait le taux d'erreur. Et si vous voyez que le taux d'erreur augmente, vous pouvez faire un rollback et regarder ce qui s'est passé et puis ensuite rectifier. Donc voilà ce que permet Consul, c'est du fait de sa présence partout, il va être capable d'envoyer en fait les métriques à des environnements de métrologie. Et enfin, dernier point qui est le plus essentiel à mon avis, c'est l'aspect sécurité. C'est que quand un service parle à un autre service, on doit s'assurer que ces services ils ont le droit de se parler. Et donc pour pouvoir s'assurer de ce droit, il faut créer des règles et surtout avoir des identités. Et Consul va être le facteur qui va gérer en fait l'identité de tous les services et les règles d'accès interservices de la base de données vers un composant tiers, etc., etc. Donc voilà un petit aperçu de tout ce que c'est faire Consul aujourd'hui, mais c'est un petit aperçu, il sait faire beaucoup plus de choses, mais j'attire votre attention simplement sur les 4 éléments essentiels.
Et comment ça marche? Donc ça marche par le biais d'une pattern de sidecar. Par exemple, dans l'environnement Kubernetes, vous avez un pod qui va contenir l'application, et ce même pod, en fait, va contenir un sidecar proxy Envoy qui va être celui qui va mettre en relation l'application avec toutes les autres dépendances dans l'environnement. Donc c'est pas l'application qui va aller chercher ces dépendances en fait. Elle va simplement parler en local à un port local sur le pod qui est mis à disposition en reverse proxy par le proxy Envoy et ensuite en authentification mutuelle TLS, le proxy va aller parler à un autre proxy et du coup va avoir le droit ou pas d'ailleurs d'accéder au service distant. Donc c'est ça en fait la pattern de consul, et cette pattern est possible parce qu'on a un control plane consul qui va être capable de piloter tout ça d'une manière dynamique au fur et à mesure qu'on rajoute et qu'on enlève les applications dans l'environnement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que Consul a beaucoup de succès, c'est comme Vault, en fait, Consul suit le dynamisme du provisionnement et du déprovisionnement de vos applications. Et il s'adapte, en fait, à cette évolutivité, à ce nouveau mode, en fait, ce qu'on appelle le cloud operating model, c'est-à-dire il s'adapte aux applications cloud. Donc voilà l'architecture de Consul, qui est en fait une architecture distribuée. Vous avez un control plane hautement disponible de plusieurs nœuds qui utilise le protocole Rust. Donc vous pouvez perdre un nœud si vous en avez 3, 2 nœuds si vous en avez 5. Et c'est ce control plane qui va avoir l'intelligence et finalement le registre de tous les services et qui va piloter tous les agents qui tournent dans l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est qui est assez simple, c'est que c'est le même binaire qui s'exécute partout. En fait, c'est un binaire consul que vous allez déployer en mode serveur, en mode agent, en mode client, en mode etc. Donc, vous n'avez pas grand-chose en termes d'opération à faire, hein, simplement déployer ce binaire. Et vous configurez, bien évidemment, mais ça se fait assez facilement, parce que ça peut se faire même automatiquement avec Helm dans Kubernetes. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Donc voilà comment ça fonctionne en termes d'identité. À chaque fois qu'il y a un nouveau service qui va voir le jour, le proxy en question va faire une demande au client consul qui se trouve sur le nœud Kubernetes ou sur une machine virtuelle ou sur une machine bare metal. C'est ça qui est intéressant avec Consul, c'est que ça fonctionne absolument partout, sur du FreeBSD, du Linux, du Windows, du macOS. Le client que vous évoquiez tout à l'heure, sans citer son nom, qui utilise 45 000 machines, une bonne partie d'entre elles sont sous Windows, donc il n'y a pas de restriction à exécuter du Go en fait sur tout type de système d'exploitation. Donc ce binaire consul va aller chercher auprès du control plane consul en fait un certificat TLS signé, etc. Donc il va délivrer au proxy et c'est ça l'identité de l'application du service en fait. C'est ce fameux certificat TLS. Et c'est pour ça que c'est fortement sécurisé. Chaque service va se voir muni d'un certificat et va communiquer d'une manière chiffrée avec tous les autres services avec une identité forte qui va ensuite autoriser ou non la communication. Donc, on autorise ou non la communication par le biais de ce qu'on appelle des intentions. C'est-à-dire qu'on va créer des intentions auprès de consuls qui vont, en fait, décrire précisément quelles sont les communications qui vont être autorisées entre les différents services. Donc, il suffit de dire, par exemple, le service A a le droit de parler au service B. Là, en l'occurrence, le web a le droit de parler à la base de données. On crée une intention et quel que soit le nombre de containers qui implémentent les différents services, eh bien, on va être simplement on va avoir simplement besoin de créer une seule règle de sécurité. Moi, pour avoir travaillé dans des environnements plus legacy, avec des firewall checkpoints ou même avec même d'ailleurs du SDN, hein, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut prendre en considération l'adresse IP des services. C'est très complexe, puisqu'en fait, les adresses IP, dans un environnement dynamique comme avec Kubernetes ou y compris dans un environnement type cloud, on a des adresses IP éphémères. Donc, c'est difficile de prévoir à l'avance, avant de déployer l'application, quelle va être l'adresse IP du service. Alors que là, on n'a pas besoin. En fait, l'application, elle s'annonce avec son identité en nom de service et plus du tout en adresse IP. On remonte dans la couche de service et c'est beaucoup plus simple du coup. Et c'est en plus simple de faire le blueprint de sécurité au moment où vous développez votre application parce que vous savez le pattern de communication entre les composants. Et donc vous pouvez créer les calls d'API consul et on le verra dans la démo pour créer les intentions dynamiquement au moment où vous déployez l'application en fait. Et vous n'avez pas besoin de toucher au firewall. Donc voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur Vault, et au début sur Consul, je veux simplement terminer le chapitre Consul en vous parlant de ce que c'est faire Consul de plus de ce que je vous ai déjà dit. La notion de mail gateway est essentielle et c'est quelque chose de super séduisant qu'on vient d'annoncer en version 1.4 et supérieure, qui permet en fait à un cluster, par exemple Kubernetes OpenShift on-prem, de communiquer avec un cluster dans le cloud d'une manière très simple avec des gateways qui sont des gateways envoy qui vont tunneliser le trafic automatiquement, dynamiquement entre les différents composants. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques, ça veut dire que vous avez une application qui va pouvoir basculer du cloud public vers l'on-prem ou inversement d'une manière totalement transparente pour les utilisateurs qui vont du coup continuer à fonctionner quel que soit l'état de santé de l'on-prem ou du cloud en fait.
Donc, on va pouvoir faire de la résilience multi-site d'une manière très simple grâce au gateway, parce qu'on va être capable de mettre en relation des environnements complètement disjoints sans faire de VPN, simplement par des gateways en fait qui fournissent l'accès. Et c'est d'ailleurs ces gateways dans la version qu'on vient d'annoncer très récemment en version 1.8, elles sont capables de mettre en relation des composants qui sont à l'extérieur aussi du mesh. Et donc de faire rentrer les composants externes à l'interne et internes à l'externe avec des gateways dans les deux sens, qui sont des gateways en fait ingress ou terminating gateways, sont des nouveaux types de gateways qui permettent d'ouvrir le mesh à des environnements legacy, parce que les entreprises, comme vous l'imaginez bien, elles ont des mainframes, elles ont du Sun Solaris, elles ont des choses qui sont pas forcément dans le mesh en fait. Et c'est ce qui fait le succès de Consul par rapport à des solutions concurrentes. C'est-à-dire que Consul est ouvert sur le monde et peut communiquer avec tout type d'environnement en fait, quel qu'il soit en fait, qu'il soit du legacy, du Kubernetes, du Mesos, etc., etc. Voilà. Le reste, j'en ai à peu près parlé. Service discovery, service segmentation. Service segmentation, c'est ce dont on vient de parler en termes d'isolation fine grâce à ces intentions. Le layer 7, j'en parlerai dans la démo, qui va pas tarder. C'est du coup la capacité qu'on a au niveau 7 de faire du routage intelligent de requêtes pour faire du blue-green déploiement, l'A/B testing, ce genre de choses. Et voilà. Et donc on arrive à la démo. On a encore un petit peu de temps, donc tout va bien. Si on a des questions, c'est peut-être le moment d'en poser une ou deux, si tu en as un petit peu en stock, sinon je bascule tout de suite sur la démo. Pas de questions pour l'instant sur le chat. Très bien. Donc ça me permet d'enchaîner directement sur la démo. Donc là, j'ai une application en fait qui est une application qui est containerisée, qui comporte plusieurs services. D'ailleurs, je vais vous la montrer en termes d'architecture. J'aurais dû commencer par là. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une application qui comporte en fait une API et qui comporte un service web et un composant qu'on appelle Facebox, qui fait un peu de machine learning avec un service manager qui va faire des choses un peu intelligentes et qui vont être exposées par le service web. Et bien sûr, dans mon environnement, j'ai déjà, pour vous faire gagner du temps, déployé la solution Consul. En fait, Consul Connect, qui est la composante de service mesh de Consul. Et donc voilà à quoi ressemble l'application. J'ai donc une application qui est ici. Et à quoi elle sert? C'est tout bête. Elle sert à emojifier en fait des images. Donc je vais faire un test. Voilà. Donc je vais mettre l'URL d'une image. Je la soumets à l'application. Et vous voyez qu'on va emojifier l'image. Donc on reconnaît les visages et on va mettre des emojis sur les visages. Donc c'est à ça que ça sert mon application. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer, je vais illustrer à quoi peut servir Consul si j'étais une entreprise qui voulait vendre ce service d'Emojify sur Internet. Le problème, c'est que là, pour l'instant, j'ai rien à vendre. Pour l'instant, mon application, elle est accessible gratuitement et il n'y a pas de service de paiement. Donc, je vais rajouter dans une version 2 un service de paiement progressivement. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'on appelle du progressive déploiement. Je vais rajouter cette fonctionnalité de paiement pour un sous-ensemble d'utilisateurs et je vais monitorer l'état de santé des requêtes au fur et à mesure pour savoir si ça se passe bien. Pour faire ça, en fait, je vais utiliser les fonctionnalités de Consul, qui sont les fonctionnalités de routing au niveau 7. Donc pour ça, je vais créer ce qu'on appelle, ce que vous voyez sur la partie gauche, tout ce que je suis en train de vous montrer, vous pourrez le refaire à l'issue de cette journée de séminaire-là, puisque cet environnement Instruct que vous voyez l'URL en haut, c'est accessible gratuitement et vous pouvez faire tous ces labs vous-même pour vous former en fait sur les environnements HashiCorp et sur d'autres environnements aussi d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un résolver. Qu'est-ce qu'un résolver? C'est un résolver qui va regarder le type de requête et qui va orienter en fonction de certains tags vers un endroit ou vers un autre en fonction de l'aspect routing. L'aspect routing, c'est l'aspect qui est ici, qui va être capable de router vers un service plutôt qu'un autre. Et enfin, le splitter, lui, il dit exactement comment splitter les requêtes des utilisateurs. Donc voilà, j'ai trois composants, le résolver, le splitter et le router, qui vont être mis en jeu pour pouvoir progressivement déployer ma nouvelle version. En fait. Donc, je passe pas dans tous les détails techniques, mais en fait, je vais simplement, vous voyez ici, créer ces trois commandes pour créer au sein du control plane Consul mon résolver, mon splitter et mon router. Donc, j'ai juste à lancer ces trois commandes ici. Alors, c'est tout. Je vais juste recharger la page que je l'ai chargée depuis un petit moment. J'avais préparé. Donc ça, c'est l'interface web de Consul. Et vous voyez qu'en fait, sur les petits, sur la colonne de gauche, vous voyez des petits icônes Kubernetes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces services ont été découverts automatiquement par le control plane Consul. C'est-à-dire qu'il y a une synchronisation de catalogue entre Kubernetes et
consul, automatiquement, vous n'avez pas besoin de déclarer l'identité des services que vous déployez dans Kubernetes dans le contrôle plane consul, puisqu'il les découvre automatiquement. Je reviens ici. J'ai juste besoin de recharger ma page parce qu'il y a eu un timeout, je pense, sur mon environnement. Je crois que c'est ma connexion Internet qui est un petit peu lente. Désolé, c'est les aléas du net. Alors, j'avance un petit peu dans les slides en attendant que ça recharge. Donc, vous voyez, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est ce fameux composant ici, qui est en fait le composant de paiement, qui pourrait être externe, si j'illustre ici ma problématique à l'environnement Kubernetes. Vous voyez, dans Kubernetes, j'ai mes containers, et à l'extérieur, en fait, j'ai une VM, par exemple, avec la solution de paiement qui n'est pas forcément containerisable. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir router vers des services externes, vers la mainframe, vers du Solaris, vers ce qu'on peut. Donc, c'est en train de charger. Je suis désolé, hein, ça prend plus de temps que ce que j'avais imaginé. Alors, cet environnement s'exécute d'ailleurs avec Terraform. Quand on provisionne les environnements alors, voilà, c'est en train de revenir. Alors, c'est tout web, donc c'est assez pratique quand ça marche. Donc là, j'ai mon environnement Kubernetes qui est en train de se recharger lui aussi. Je peux aller voir, par exemple, si ça finit par se charger. Voilà, ça se charge. Les pods. Je peux vous montrer des choses additionnelles. C'est vrai que c'est ma connexion qui est... je pense que je vais peut-être arrêter la vidéo quelques secondes pour m'assurer que je ne consomme pas trop de bande passante. Je préfère garder la majeure partie de la bande passante pour la démo. Voilà. Donc, revenons à la démo. Je copie ces trois commandes. Un souci avec la démo, moi, il me semble. Si c'est l'environnement Instruct qui pose problème. Normalement, ça marche assez bien. C'est la première fois que j'ai des soucis avec cet environnement. L'avantage de l'environnement, c'est que vous n'avez pas besoin de vous soucier en fait du déploiement de tous les composants. En fait, c'est déjà tout prêt et c'est un guide qu'on voyez sur la partie droite qui guide step by step sur tout ce que vous pouvez faire. Alors, je vais peut-être ouvrir une nouvelle page. Je pense que ce serait peut-être intéressant d'aller chercher. Normalement, je devrais avoir l'accès au terminal ici. C'est les aléas des démos. Ah, ça y est, ça revient. C'est bizarre parce que je peux pas absolument rien taper dans cet écran. Je ne comprends pas pour quelle raison. C'est loqué. Alors que pour contre, alors donc ça c'est, alors j'en profite. Alors, normalement, c'est vrai que c'est loqué. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Il y a un problème de communication avec l'environnement web. Alors que pourtant, ouais, ça se charge plus en fait. C'est bizarre. Alors ce que je vous propose, c'est que je laisse charger ces différents éléments. Je ne veux pas perdre trop de temps parce que l'heure tourne. Et je vais continuer à terminer le déroulé de la présentation et je vais revenir à cet environnement dès qu'il aura la possibilité de se charger, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je suis désolé, c'est indépendant de ma volonté, j'avais pas trop bien préparé. Donc, vous auriez normalement dû voir, et je l'espère que je pourrai y revenir, le fonctionnement de l'application en version 2, petite progressive. Donc, dernier chapitre, avant de revenir, je l'espère, à cette démonstration, Nomad. On parle beaucoup de Kubernetes aujourd'hui dans l'écosystème IT. C'est un peu le Smart Kids on the Block, c'est-à-dire l'outil dont tout le monde parle. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur Kubernetes quand j'étais chez Google avant HashiCorp. J'ai aussi beaucoup travaillé sur OpenStack et sur beaucoup d'outils. Et en fait, ce que je peux vous dire simplement, c'est que l'intérêt de Nomad, dans votre contexte, c'est que c'est beaucoup plus simple en termes d'opération que tout ce qu'on peut faire avec Kubernetes. Bien sûr, il y a moins de fonctionnalités, encore que il y a 95% des fonctionnalités de Kubernetes, de déploiement de containers, mais de déploiement d'applications binaires, d'applications batch, d'applications big data, etc. Nomad, c'est qu'un seul binaire, donc c'est très simple à déployer sur des environnements laptop, etc. Et sur de l'on-prem, sur du cloud, ça fonctionne partout, c'est un binaire Go. Et donc, posez-vous la question si vous avez vraiment besoin de toutes les fonctions Kubernetes sur vos différents projets, parce que dans certains cas, pour aller plus vite, aller plus loin, plus vite, plus simplement, Nomad, c'est très simple, c'est le langage HCL, le même langage que Terraform, Vault
et Consul, de descripteurs de jobs, et vous pouvez lancer des jobs sur des flottilles de serveurs. Il y a par exemple la société Roblox qui a basculé sur Nomad très récemment pour son environnement de jeu et qui a connu un grand succès parce que justement ces ingénieurs ont pu très facilement prendre en main en fait l'environnement Nomad du fait que c'est relativement beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de moving parts que sur Kubernetes. Je dis pas qu'il faut absolument remplacer Kubernetes par Nomad, je dis simplement qu'il y a deux cas où ça peut être intéressant de le remplacer, quand vous voulez quelque chose de très simple et quand vous voulez surtout toucher à des environnements qui ne sont pas containerisés. Déployer du batch sur du bare metal, sur de la VM, etc. Ça, c'est pas le job de Kubernetes. Nomad, c'est un scheduler général qui sait faire absolument tout, en fait, en termes de déploiement. Donc, c'est le quatrième outil qui a effectivement moins de succès, moins de presse que Vault, Terraform et Consul. Mais on investit énormément sur cet outil. Et franchement, il y a beaucoup de fonctionnalités qui viennent d'être ajoutées dans les versions actuelles. Par exemple, tout ce qui est auto-scaling, etc., qui sont pas à rougir des environnements Kubernetes. Donc voilà, en quelque sorte, le déroulé de ma présentation. Je vous ai parlé, si je résume, de la partie infrastructure avec Terraform, de la sécurisation des variables sensibles et de la gestion du cycle de vie de ces variables et des secrets de l'entreprise et du chiffrement avec Vault, de la communication, du progressive deployment, de tout ce qu'on touche en fait à la micro-segmentation ou microservice, à l'intercommunication aux services registries, au layer set, au mesh gateways, etc. avec Consul. Et enfin, au scheduling des applications de tout type, sur tout type d'environnement avec Nomad. Ça, c'est les 4 outils principaux du catalogue d'HashiCorp. On a la chance chez HashiCorp de ne pas avoir un seul outil sur lequel s'appuyer pour développer l'entreprise. On en a 4. Les 3 premiers se développent très très rapidement, Terraform, Vault et Consul. Nomad un peu moins rapidement, mais c'est un petit peu compréhensible du fait de l'omniprésence de Kubernetes aujourd'hui. Alors, avant de vous rendre la parole et de retourner sur la démo, je veux simplement attirer votre attention sur la HashiConf, qui est en fait la grande messe des développeurs et clients et utilisateurs d'HashiCorp, qui est en fait un événement qui normalement se déroule à Amsterdam, pour lequel il faut s'inscrire et payer pour pouvoir y avoir accès. Et cette année, vous aurez accès gratuitement en fait à cet événement du 22 au 24 juin pour assister à toutes les confs très deep dive en fait sur toutes ces solutions. Du 22 au 24, il suffit simplement de vous enregistrer sur le lien qui apparaît, on pourra vous le redonner, et vous pourrez choisir ensuite vos tracks. Néanmoins, tous les tracks de toute façon sont accessibles ensuite sur YouTube en différé si besoin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est une fois par an en France, en Europe. Pardon. En Europe, on a vraiment tous les développeurs d'HashiCorp qui se réunissent avec tous les clients pour raconter un petit peu ce que font les clients avec nos technos. En fait, c'est un bon moyen de voir, d'avoir des bons exemples en fait de ce que font les clients avec ces technos, parce que toutes ces technologies, je l'ai dit, peut-être pas suffisamment, c'est vraiment un enableur d'innovation à partir du moment où vous êtes capable de déployer des applications rapidement, de les sécuriser, de les connecter, de les monitorer rapidement. Vous pouvez vous focaliser sur le service à valeur ajoutée que vous voulez proposer, que vous voulez inventer, en fait, sans vous soucier de tous les détails de la quincaillerie de l'infrastructure. Donc, j'ouvre la parole, les 11h05, il nous reste à peu près 25 minutes pour un dialogue avec tout autant que vous êtes. C'est important que vous ayez aussi la parole. Et pendant que vous posez vos questions, je vais aller bricoler ma démo, mais je vais essayer d'être multitâche. Je vous écoute si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, on va retourner directement sur la démo. Encore faut-il qu'elle veuille me rendre la main. Ah, ça a l'air de revenir. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors pour l'instant sur le chat, je vois pas de questions qui remontent. Je pense que ça va remonter là sur les 25 minutes qui arrivent. Donc je te propose de continuer sur ce que tu as proposé. Ok, c'est parti. Donc là, je suis en train de recharger la page, en l'occurrence sur un nouvel onglet, en espérant que ça me rende la main. Alors, sur cet environnement, c'est cool, ça remarche. J'ai bien fait de faire une petite pause. J'avais un bug peut-être sur l'onglet en question. Donc, je recommence là où j'en étais resté. Donc, j'étais en train de créer, rappelez-vous, où est-ce que j'en étais, les notions de routeur, résolveur et splitter. Voilà, c'était là, exactement. Donc, enfin, on va pouvoir créer ces 3 notions. Vous voyez, donc là, j'ai créé résolveur, splitter et routeur, simplement par un call d'API sur le control plane avec ces éléments. Alors, je peux peut-être vous montrer ce qui se trouve dans ces différents fichiers. En fait, ces fichiers sont
Alors c'est vrai que j'ai une grosse latence, faut que je tape très doucement, j'ai une très grosse latence réseau. Euh, c'est pas, ça ne facilite pas le travail. Voilà. Donc c'est des fichiers HCL, donc HashiCorp Configuration Language, qui décrivent en fait ce qu'on veut. Donc c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur la partie droite. Hein. Vous voyez, donc là je dis qu'est-ce que c'est un resolver. Le nom du resolver, le default subset c'est V1 si jamais on ne précise pas, et sinon il y a deux tags V1 ou V2. Simplement l'application avec service de paiement ou sans service de paiement. Donc une fois que j'ai créé ça, il suffit simplement que je déploie ma nouvelle version d'application avec les calls qui s'imposent au Kubernetes. Donc c'est un kubectl apply de la nouvelle version. Donc j'ai juste à lancer. Alors, il faut être très patient, voilà. Ne nous excitons pas, attendons que l'application se déploie. Donc, elle est en train de se déployer. On va aller voir qu'en fait, dans le service consul, au moment où cette application se déploie dans Kubernetes, elle est découverte automatiquement dans le control plane de voilà, donc l'application a été déployée ou presque. Maintenant, je crée dans les sets de commandes les intentions. Donc, je peux aller vous les montrer ici. J'ai créé les intentions qui s'imposent, vous voyez, qui décrivent en fait que l'API a le droit de parler au cache, que l'API a le droit de parler à la sandbox. En fait, c'est le schéma que je vous montrais dans mes slides tout à l'heure. Donc ça s'est créé juste avec un call API, très simplement. Et maintenant, on va aller voir en fait de quoi il en retourne. Donc je vais faire un petit curl simplement pour faire une interrogation sur voilà. Donc là, je peux regarder dans le catalogue tous les services qui ont été déclarés et je vois que j'ai un service V2 avec le tag V2. On est d'accord. Donc c'est grâce à ce nouveau service, grâce au resolver router et splitter que j'ai créé juste avant, que désormais on va être capable en fait d'aller interroger la V1 ou la V2. En fait, avec des arguments en fait à ma requête. Donc là, si j'interroge par exemple la V1, vous voyez que le payment enabled est false. Et si j'interroge la V2, vous voyez que le payment enabled est true. Donc là, j'ai enablé en fait les facteurs de paiement. J'ai juste désormais à créer en fait le splitter. Ici, vous voyez que là, je vais créer un splitter qui va changer en fait. Alors, ce que je peux vous montrer avant de rechanger ça, c'est comment marche l'application actuellement avec le fameux module de paiement maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une bascule. Si vous regardez le splitter, j'ai déclaré tout à l'heure une bascule à 10-90. C'est-à-dire que dans 90% des cas, je vais avoir la V2 et dans 10% des cas, je vais avoir la V1. Donc, si je vais sur mon application, normalement, j'ai 9 chances sur 10 de tomber sur la V2. Et j'avais pas dit la chance sur 10 de pas du tout tomber sur quelque chose qui marche. J'avais pas j'avais pas évoqué cette possibilité. J'ai problème de réseau. Ah, ça c'est une hypothèse que je n'avais pas faite. Alors on recommence une dernière fois. Voilà. Décidément, on n'aura pas eu de chance aujourd'hui avec cette démonstration. J'ai fait des dizaines de fois. Ah, si, ça revient. Ah tiens, il a un masque, ça c'est rigolo. Donc ça c'est la V1. Parce qu'en fait, j'ai pas le mode de paiement. Alors c'est peut-être la V2 qui a pas fini de se déployer en fait. On va aller regarder. C'est peut-être pour ça que ça marche pas encore. On va regarder dans quel état sont mes pods. Ah oui, c'est un bon élément. C'est-à-dire que j'ai ma V1 qui fonctionne, mais la V2 fonctionne pas. Donc là, je pourrais très vite changer de splitter pour revenir à 0-100 pour repasser sur la V1, par exemple, pour éviter les pannes trop longues, pour faire un rollback rapide, en fait. C'est vraiment très, très lent. On va attendre un petit peu. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc tout est running. Ça a l'air de runner. Donc on voit Emojify V1, Emojify V2. Il y a 4 sur 4, etc. Donc on va réessayer. Peut-être été trop rapide. Donc la V1 fonctionne, ça c'est sûr. J'ai l'impression que c'est la V2 qui veut pas. Alors on va faire un petit reload. Non. Alors, je vais refaire le splitter pour être sûr que je l'ai pas oublié, parce que c'est possible que le splitter 1090 n'ait pas été correctement créé. C'est ça. Ah.
On va même d'ailleurs refaire les trois parce que je me dis que du fait de la latence réseau qui a pu avoir peut-être potentiellement des erreurs, je suis pas en train de monitorer les erreurs, mais après on reviendra justement, je vous montrerai en fait le dashboard de monitoring. De toute façon, vous pourrez refaire tout ça à tête reposée. On vous donnera l'URL qui est play.nsync.com. Vous pouvez vous créer un compte pour enregistrer vos différents labs. Il y en a des dizaines et des dizaines sur toutes les technologies. Tic. Voilà. On va regarder si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Donc, on va revenir à l'application. C'est bizarre. Normalement, il devrait y avoir une version 2 qui apparaîtrait. Parce que j'ai fait un splitter 0.90. Alors, normalement, au bout de 3 tests, 4 tests, ça devrait arriver. Là, j'en fais plus. Donc, c'est pas normal. Dernier test, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Alors, c'est pas grave, on va passer sur cet élément pour l'instant. Je vais revenir simplement, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder ce qui se passe en termes de monitoring. Donc, si je reviens, en fait, dans la liste des labs, parce que là, j'ai passé pas mal rapidement sur les labs en l'occurrence, il y avait beaucoup d'étapes antérieures, de déployer Connect, déployer application, utiliser l'application, scaler l'application, etc. Et il y a une étape que je vais vous montrer qui s'appelle Get Metrics, qui est intéressante parce que c'est là qu'on va regarder justement s'il y a des taux d'erreur. Sur la V2, en fait, ça illustre d'une manière assez intéressante le problème. Donc voilà, je prends le mot de passe, je vais me connecter. Ah bah j'y suis déjà. Ici, voilà. Et vous voyez qu'en fait, on a quand même 1% d'erreur ici, quand même. Et on voit que ça s'est arrêté. J'ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'est arrêté il n'y a pas très longtemps quand j'ai fait un reload. Donc, je vais relancer. Il y a un système pour générer du trafic qui s'appelle trafic, comme ça. Et donc, non, il est en train de générer du trafic et on voit normalement qu'il y a quand même quelques erreurs sur les quelques dizaines de requêtes. On voit qu'il y a quand même un certain pourcent d'erreurs, en fait. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut aller tracer exactement ce qui se passe. Quelles sont les erreurs? Là, il y a des 5xx là qui sont au nombre de 17. Donc ça c'est la partie observabilité de l'environnement qui donc est vraiment un outil très important pour les entreprises qui déploient des services à grande échelle pour vérifier que l'environnement fonctionne à grande échelle. Donc ce que je vais faire pour pouvoir potentiellement corriger, je vais faire c'est redéployer ma petite application. Donc c'est le déploiement de la V2 qui me semble pas conforme. Et du coup, c'est ça, je vais essayer de la redéployer. C'est très lent. Voilà, on va refaire un déploiement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une charge sur l'environnement Instruct. On fait pas mal de labs en parallèle. Il y a pas mal de gens qui accèdent à l'environnement qui ont peut-être affecté en fait la qualité du déploiement. Du coup, on a encore quelques petites dizaines de minutes. Donc, c'est assez simple. J'ai juste à redéployer mon application. On va vérifier qu'elle a bien fini de se détruire. Il n'y a plus de V2, donc c'est parfait. Ah, là on a eu un 500 effectivement, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Ah, vous voyez que là c'est les intentions en fait qui posent problème, j'ai l'impression. Ah non, c'est parce qu'elle est déjà présente en fait, c'est pour ça. Ok, c'est parti, c'est normal. Je n'avais pas effacé les intentions au préalable. Donc petit test. On va déjà regarder si ça s'est déployé correctement.
Ça a l'air, ok, il y a 46 secondes sur notre site. Alors, sur Kubernetes, si on regarde ici dans les pods, ce qui est intéressant, par exemple, sur le website, on prend n'importe quel type de pod, et c'est ça que je veux aussi vous illustrer, c'est qu'on va avoir, en fait, bien sûr, le container website, tout ce qui touche à l'aspect Prometheus pour faire le monitoring, justement, et surtout, ce container sidecar, qui a été injecté automatiquement par le multisync webhook de Kubernetes, qui a été injecté à la volée. On n'a pas besoin de faire cette injection soi-même. Et pourquoi ça a été injecté à la volée? En fait, simplement parce que dans l'aspect website, vous avez ici, très simplement, deux lignes d'annotation qui disent consul HashiCorp comme connect inject true, et on donne le tag V1. Et dans le website 2, on va dire consul HashiCorp connect inject true avec le tag V2. Donc c'est simplement avec ces deux lignes qu'on rajoute à un manifeste Kubernetes qu'on va être capable en fait de facilement en fait faire intégrer ces applications microservices dans l'écosystème de service mesh de Consul. Et c'est pour ça que on voit arriver dans la liste de services, si je regarde Emojify website, vous allez voir qu'en fait, le service tourne sur deux nœuds avec les éléments qui sont autodécouverts et le sidecar proxy qui est aussi lui-même autodécouvert. Donc, et donc on fait du monitoring aussi du sidecar proxy automatiquement, etc. Donc c'est dommage parce que ce que je suis en train de montrer n'illustre pas la qualité de l'environnement. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est quand même néanmoins que on a cette capacité à émojifier avec le service de paiement. Bah, décidément, mes images vont rester gratuites jusqu'à nouvel ordre. Non, décidément, je crois qu'on va pas être capable de finir la démo aujourd'hui. Je ne veux pas insister parce que il y a bien un souci sur. On a réussi à passer une première barrière, mais la deuxième est définitivement bloquante. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette présentation. Toute l'équipe de Solution Engineers France, on est 5 aujourd'hui dans l'équipe France, dans l'équipe de Solution Engineers à travailler depuis quelques temps. On est tous joignables en fait sur cette adresse email si toutefois vous voulez prendre contact avec nous pour différentes raisons. Il n'y a vraiment pas de problème, on est à votre écoute. Est-ce que par hasard on aurait des questions? Alors oui, Sébastien, on a deux questions qui sont remontées. Moi, j'en aurai une petite troisième en suivant. Ouais. Donc, si tu le veux bien. Donc, la première concerne spécifiquement Terraform. Donc, on a une question sur le mode de gestion des API du côté provider. Par exemple, si un provider change je lis la question, hein, change un endpoint, est-ce que vous avez un système qui le détecte via un test unitaire, par exemple? Alors, nous, ce qu'on fait de toute façon, ce sont des tests unitaires de toutes les fonctionnalités de Terraform Entreprise pour chaque release de chaque provider. Donc, on vérifie que les providers sont bien ce quoi ils sont censés faire. Donc ça, c'est la responsabilité d'HashiCorp et du partenaire Cloud Provider. On décourage d'ailleurs les clients de faire des tests unitaires de fonctionnalités de provider parce que quand on release les providers, tous ces tests ont déjà été faits. Donc, par contre, ce qui est intéressant à faire, c'est quand vous utilisez Terraform, c'est pas forcément faire un test unitaire, mais faire un test global, end-to-end, du résultat final, du provisionnement. Est-ce que l'application répond sur le port 92-92? Est-ce que ça répond correctement, etc. Mais tester les fonctionnalités, les micro-fonctionnalités des ressources, ça c'est pas quelque chose sur lequel vous devriez passer du temps en fait. On le fait en fait régulièrement. On a des usines à nous, des pipelines de tests avec nos partenaires qui à chaque fois qu'ils changent effectivement des endpoints et des API, c'est pour ça qu'on fait des mises à jour des providers de manière permanente parce qu'il y a toujours des évolutions. Vous avez raison. Très bien, c'est très clair, merci. On a une autre question de Red Zahir qui demande en combien de temps, en général, une infrastructure peut être mise en place depuis la première connexion de l'application avec les services minimums pour son fonctionnement? Alors, ça dépend de ce que vous comptez mettre dans cette infrastructure.
À partir du moment où vous avez le code Terraform qui est déjà écrit, qui décrit exactement ce que vous voulez dans l'infrastructure, et à partir du moment où vous avez les manifestes, par exemple, si c'est une application containerisée, Kubernetes, etc., un déploiement applicatif, quand vous avez de l'expertise, ça peut aller très vite, puisqu'en fait, un call Terraform, ça prend quelques minutes, le temps que l'API de Google, AWS ou Azure réponde aux requêtes de Terraform. Ensuite, un déploiement Kubernetes, c'est pareil, ça prend quelques secondes. Donc, ce qui prend du temps plus tôt, c'est la préparation en amont du code Terraform, la préparation en amont des manifestes Kubernetes, toute cette préparation de ce code, ce qu'on appelle l'infra as code. Et ça va dépendre de la complexité de l'infrastructure. J'ai du mal à vous répondre d'une manière générique. Et ça va dépendre aussi de l'expertise que vous avez sur Terraform. Donc, si vous avez une très bonne expertise de Terraform et que c'est une infrastructure qui est d'une complexité moyenne, ça peut prendre quelques jours à peine de créer le code et de déployer l'infrastructure. En fait, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'outillage qui est fourni. L'intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez arriver à un résultat plutôt que de passer plusieurs semaines à demander des serveurs, les racker, les connecter, configurer les switches, les firewalls, les load balancers, etc. Bah là, en quelques minutes, vous avez tout cet environnement virtuel qui se crée, load balancer, checkpoint, firewall filtrant, règles de load balancing, VM, les applications, éventuellement, vous pouvez même déployer Kubernetes d'ailleurs. Il faut savoir qu'ODA OpenShift 4 de Red Hat est déployé avec Terraform. Donc, pour dire à quel point Terraform est devenu le standard du déploiement d'infrastructure, en fait. Par contre, j'attire simplement votre attention, c'est qu'il faut utiliser les outils pour ce pourquoi ils ont été conçus. Donc, un outil tel que Terraform a été conçu pour créer de l'infrastructure, ça n'a jamais été conçu pour déployer de l'application, d'accord? Donc, si vous avez des applications à déployer, faites bien attention à utiliser les bons outils, en l'occurrence Nomad, Kubernetes, des outils qui sont conçus justement pour déployer des applis. Donc, c'est pour ça que Terraform et Nomad et conçu les autres, ça interfère. C'est pour ça qu'en fait, HashiCorp propose pas, comme propose par exemple OpenShift, une stack technologique à prendre ou à laisser. Nous, on va proposer des composants individuels qui sont des composants qui peuvent être mis en relation ou pas en fonction des besoins. Comme un Lego, vous allez pouvoir assembler les briques d'une façon originale qui vous correspond, sans pour autant être obligé de tout prendre en fait. C'est ça aussi qui fait la qualité des solutions HashiCorp, c'est leur modularité et vous pouvez commencer par exemple juste avec Terraform, avec de la VM et petit à petit évoluer vers du Kubernetes avec un peu de Vault, un peu de Consul et petit à petit apprendre un chemin faisant en fait. Parce que la question, je la comprends, mais le temps passé, c'est surtout pour se former en fait, hein, parce que l'outil lui-même, il est très efficace et pas les très vite. Merci, c'est très clair. J'avais une dernière petite question. HashiCorp a fait preuve de beaucoup de vision pour proposer des solutions d'entreprise qui répondent aux besoins de tous les jours en termes d'automatisation. Comment vous avez organisé votre canal de remontée des besoins entreprises pour alimenter votre roadmap et c'était quoi à peu près la durée moyenne de mise en œuvre d'une fonctionnalité éventuellement demandée? Si par chance ou par malchance elle n'était pas prévue dans votre vision initiale, mais est-ce que tu as des éléments de réponse concernant cette prise en compte dans la roadmap de vos produits? Alors, c'est une excellente question de savoir comment HashiCorp arrive à créer une entreprise profitable autour de solutions open source. Hein. Il y en a très peu qui ont. Je pense que je comprends un peu la question dans ce sens-là. Est-ce que tu penses que c'est ça la question ou je l'avais transformée? Oui, c'est ça, oui. Alors, moi-même, hein, j'ai travaillé dans de nombreuses startups open source. Je peux vous dire que la plupart échouent. En fait, c'est très difficile, particulièrement en France, de faire comprendre aux clients que il y a une valeur à acheter des solutions open source, pas simplement pour le support, mais aussi pour les fonctionnalités avancées. Souvent, beaucoup d'entreprises essayent de reproduire en fait les fonctionnalités manquantes des versions open source par du bricolage, et ça on le constate régulièrement, et ça coûte cher aux entreprises parce qu'après le bricolage, il faut le remplacer par quelque chose de qualitatif, et le remplacement prend du temps et est très compliqué. Donc, pour revenir à la question de savoir comment nous on arrive justement à créer une entreprise profitable évaluée à plusieurs milliards aujourd'hui, alors qu'on est à peine 1000. Simplement parce qu'on a un modèle très clair, très simple, qu'on expose en fait à la communauté. Les solutions open source le resteront ad vitam. On sera toujours une société qui va prôner l'open source, ça va pas changer. Néanmoins, sur deux facteurs que sont collaboration et gouvernance, les fonctionnalités sont entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous êtes 3 à l'ESGI à travailler avec les technologies HashiCorp, vous pouvez le faire d'une manière full open source.
Mais si vous rentrez dans une entreprise comme Danone et que vous êtes dans un groupe d'une quinzaine, cinquantaine de personnes et que vous travaillez sur un projet majeur, là, votre expertise open source va être exploitable, mais comme vous êtes dans une équipe de 15-20, vous n'allez pas pouvoir faire comme vous étiez à l'époque à la FDJ, à 2-3. En termes de collaboration et de gouvernance, il y a des nouvelles règles qui s'imposent. Et ces règles de gouvernance et de collaboration arrivent avec les versions entreprises. Et c'est ça le modèle de business d'HashiCorp, d'accompagner les grandes entreprises comme Danone, Air France, etc., Renault, etc., à passer à l'échelle des outils HashiCorp. Mais néanmoins, en conservant la possibilité aux practitioners et aux ingénieurs de se former gratuitement, totalement librement, et d'utiliser les technologies pour monter des startups, des nouveaux business avec nos technos. Et le jour où le business devient un business majeur, là, il y a peut-être à un moment donné un passage à faire. Donc c'est ça notre business. C'est très clair, on l'expose d'une manière très transparente, et ça rassure aussi nos interlocuteurs qui veulent utiliser les versions open source. Ils voient où est la limite de la version open source. C'est à partir du moment où vous travaillez dans un grand groupe avec de nombreuses personnes avec vous qui font la même chose. À partir de là, vous avez besoin de namespacing, vous avez besoin de disaster recovery pour de l'aspect résilience de site à site. Vous avez besoin de plein de fonctionnalités. Ces fonctionnalités, nous, on est à l'écoute de nos clients pour les implémenter. En fait, en fonction de leurs besoins, on est vraiment à l'écoute du marché aussi. Et c'est notre métier, nous, Solution Engineers, d'écouter nos clients, de remonter ça à l'engineering, aux product managers des différentes divisions pour leur dire, là, on a besoin de ces fonctionnalités SAML, d'authentification sur tel outil, on a besoin d'authentification TLS sur tel autre, on a des listes, on gère ça avec Asana pour remonter tout le feedback du terrain, etc. Et je pourrais en parler longtemps, mais c'est une question majeure de savoir comment opérer un business sur de l'open source. Et pour l'instant, on a pas mal réussi, avec quelques obstacles néanmoins. On a plus de mal, nous, en France, à se développer que par ailleurs à l'étranger, comme dans les pays nordiques et en Allemagne. On a une culture en France qui est pas assez dynamique et innovante, en fait. C'est le seul problème auquel on est confronté, spécifiquement en France. Alors, juste avant la prochaine question, je vous propose de revenir sur la démo, parce que je ne lâche jamais, je ne supporte pas les choses qui ne fonctionnent pas. Donc, je présente à nouveau cette démo pour juste finir sur la V2, parce que ça m'ennuie quand même, cette histoire. On va refaire un dernier test. Donc, je reviens avec mon image ici. Normalement, vous devriez voir qu'ici, c'est Emoji File Entreprise. Et avec un peu de chance, j'ai pas testé, avec un peu de chance, et voilà, ça fonctionne. Je suis assez content. Je termine sur quelque chose qui fonctionne. J'espère que tout le monde l'a bien vu. Oui. Sharaf, on a bien retranscrit l'écran repartagé l'écran de Sébastien, c'est bon? Je pense que Sébastien a arrêté son partage, non? Ah non, c'est bon. Si, non, j'ai relancé le partage, en fait, justement. On est bon. Ouais. Donc là, en fait, ça aurait été dommage parce qu'on finit sur une bonne note. Oui, je te laisse, Sébastien. Ouais. Non, parce que sinon, ça m'aurait énervé toute la journée. C'est un peu mon métier de faire fonctionner les choses. Quand ça fonctionne pas, je continue à faire fonctionner, mais ça aurait été dommage de ne pas avoir l'audience correspondante. Donc là, en fait, vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez Emojify Enterprise, et vous avez du coup le bouton pour acheter l'image à $30. C'est un petit peu cher, j'avoue, mais pour justement, alors si je reload la page, on va avoir potentiellement de temps en temps la version 1 ou la version 2. Donc là, je reste sur la version 2, dans 9 cas sur 10, en fait, je vais rester sur la version 2, et c'est moi qui vais pouvoir régler, en fait, l'équilibrage entre la V1 et la V2. Voilà, je vous remercie, il est 11h30, je ne veux pas dépasser, un grand merci à tous les participants, et surtout, n'hésitez pas à rentrer en contact avec HashiCorp, et surtout à utiliser nos outils, parce que ça va vous aider, je pense, dans tous vos métiers, d'une manière assez importante. On est tout à fait d'accord, et c'est très clair. Donc un grand merci à toi, Sébastien, et à HashiCorp. Rendez-vous le 26 juin où tu viens faire un hands-on sur votre outil Vault auprès de nos 5e années. Donc un grand merci à toi, et donc merci à HashiCorp de devenir partenaire de la filière ESJ. Donc après ta présentation de vos produits, Terraform, Vault, Consul, Vagrant, Packer et Nomad, on va passer à la présentation de Nomadic Labs, qui va venir présenter Sapling, donc l'amendement qu'il a proposé à Tezos pour suivre les exigences de confidentialité des banques centrales, avec Marco Stronati et Marc Benardeux. Donc merci à toi, Sébastien. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et on enchaîne avec Nomadic Labs. Oui, ça marche. À bientôt. Au revoir.